Bonjour à tous, je suis très heureuse de pouvoir vous parler des basses-cours aujourd'hui, à la suite de la présentation du professeur Jean-Pierre Vaillancourt, et de vous présenter les résultats de mes projets de recherche réalisés à ce sujet au sein de l'École nationale vétérinaire de Toulouse en France. Je remercie le MAPAC de m'avoir donné cette opportunité pour discuter des enjeux de la basse-cour aujourd'hui. Alors les basses-cours, dans l'histoire, c'est quoi? Donc déjà, dans un premier temps, je voulais revenir un petit peu sur le contexte historique, puisque les basses-cours ont coévolué avec les poules depuis des siècles, et dans les pays en développement, les basses-cours ont toujours existé, puisque ça correspond aux pratiques d'élevage qui sont traditionnelles, avec la présence de volailles à proximité des foyers, des familles, qui assurent la production de denrées alimentaires, de protéines animales, que ce soit les œufs, les, la viande, qui peut être nourri et hébergé de façon assez simple. Ça demande peu de place et ça peut consommer les restes des repas, quelques céréales, etc. Donc, ce sont des basses-cours qu'on retrouve en rural, en milieu périurbain, voire même urbain dans certains pays. Dans les pays développés, on a également eu ces basses-cours traditionnelles, à l'exception près qu'on a eu une forte industrialisation et donc une forte évolution démographique post-industrialisation. Ce qui a fait qu'on a eu un développement très important du secteur tertiaire, de plus en plus de personnes vivant dans des villes, et donc absence de production dans les villes. Ce qui fait qu'on a eu une densification de la production avicole en milieu rural, avec une augmentation des effectifs, ce qui a conduit aujourd'hui à l'élevage qu'on dit industriel ou conventionnel. Et aujourd'hui, ce qu'on voit émerger depuis quelques années, ça va être le développement de basses-cours urbaines, avec pour motif de la part des propriétaires le retour à une autonomie alimentaire, donc se réapproprier la production de nos aliments. Et en plus de ça, parce que la poule a plusieurs casquettes aujourd'hui, que la poule devienne un animal de compagnie. Donc pour revenir un petit peu sur les motivations actuelles que j'ai pu identifier au cours de l'étude qui a été réalisée, puisque moi, l'étude des basses-cours, ça a constitué mon projet de thèse universitaire. Donc les motivations identifiées ont été en premier lieu la consommation des œufs. En second lieu, le recyclage des déchets. Et il faut savoir qu'en France, il y a une étude de l'ADEME, donc l'Agence environnement et maîtrise de l'énergie, qui a été réalisée sur la présence de poules dans les foyers. Et une poule contribuerait au recyclage des déchets à hauteur de 150 kg par an et par poule pour un foyer. Donc il y a de gros incitatifs aujourd'hui à réduire les déchets en adoptant des poules sur le territoire français. Un troisième aspect qui est important, c'est donc que la poule soit un animal de compagnie. Et enfin, aujourd'hui, la poule représente aussi quelque chose d'éthique, puisqu'on peut, en fait, par ce biais-là, avoir un lien à la nature, un lien à la terre, tout en recyclant les déchets et avoir une production personnelle d'œufs. Alors, en moindre représentation, il y a des éleveurs qui élèvent des volailles qu'on dit d'ornement pour la race. Et donc, il y a un contexte historique lié à tout ça en France, puisqu'il y a une quarantaine de races françaises locales qui sont préservées depuis des décennies, justement pour préserver des races et un patrimoine génétique. Et enfin, dans autres, ça concerne des propriétaires qui élèvent pour consommer de la viande, plus que des œufs, déparasiter des vergers, entretenir des terres, etc. On retrouve un petit peu ces motivations au Québec, puisque les deux motivations majeures, d'après les dires de vétérinaires et de professionnels enquêtés, sont donc la consommation, que ce soit les œufs ou la viande, ou la compagnie. Alors, si on reprend un petit peu les définitions de la basse-cour dans la littérature, notamment la littérature scientifique, il y a plusieurs définitions, mais on se rend compte que ce qui définit une basse-cour, ça va être plusieurs critères. Donc, le premier critère, ça va être le nombre d'oiseaux. Donc, Ballet et Larson indiquent qu'une basse-cour, c'est des volailles domestiques qui sont en général entre 1 et 30, possédées à des fins non commerciales et non liées à la transformation. Il y a un rapport de la FAO en 2010 qui a été publié qui indique qu'une basse-cour est un lieu où on élève moins de 100 volailles. En moyenne, on est entre 15 et 20 oiseaux, avec une majorité de poules, donc environ 80%, au détriment des autres espèces qui peuvent être des dindes, des pintades, des canards.
Un article réglementaire, cette fois, article L214 du Code rural, qui régit l'ensemble des élevages avicoles et de la détention des volailles en France, indique qu'une basse-cour contient au maximum 50 animaux équivalents. Donc, un animal équivalent, c'est une poule, et qui est soumise aux règles générales sanitaires. Et donc, au-delà de ces 50 animaux, il y aura des déclarations obligatoires. L'animal équivalent dépend de l'espèce, puisque, par exemple, un canard vaut pour 3 animaux équivalents. Une dernière définition qui apporte un autre aspect, ça va être la fonctionnalité et les liens que peut avoir les basses-cours avec les élevages commerciaux. Donc, Capuet, en 2002, définit une basse-cour comme n'ayant pas de contact, pas de mouvement d'animaux ou humains avec les élevages commerciaux et donc pas de rôle épidémiologique vis-à-vis de ces élevages-là. Alors, pour vous parler un petit peu du plan de ma présentation, donc déjà, pourquoi parler de la biosécurité dans les basses-cours aujourd'hui? Déjà parce qu'il y a des enjeux et des risques sanitaires qui sont à considérer dans cette période. Je présenterai ensuite les agents pathogènes retrouvés dans les basses-cours et je vous parlerai d'un exemple, l'exemple de l'influenza aviaire en 2016-2017 en France, qui remet un petit peu en question la définition de Capuet et al. Donnée en 2002. Ensuite, je parlerai des basses-cours, puisque c'est important pour décrire ce secteur-là d'identifier qui sont les basses-cours. Donc, on verra qu'il y a une grande diversité avec différents profils. Et enfin, comment mettre en pratique la biosécurité dans les basses-cours, où là, j'adapterai les pratiques en fonction des profils identifiés. Alors, pourquoi en parler? Tout simplement parce qu'il y a des enjeux, des risques sanitaires qui sont associés. Pour revenir un petit peu à ces enjeux, je voulais vous présenter les caractéristiques majeures communes des basses-cours, que ce soit aux États-Unis, au Québec, au Canada ou en France et en Europe. On retrouve ces caractéristiques qui sont une faible biosécurité, voire l'absence de biosécurité, de suivi sanitaire et de mesures de prophylaxie ou préventive, que sont la vaccination ou la gestion des introductions d'animaux, etc. Le peu de maîtrise des mouvements d'animaux et des contacts, le peu d'études à ce sujet. Le sujet a commencé à être étudié il y a une petite dizaine d'années maintenant. Donc, absence de base de données aussi, il est difficile de recruter des basses-cours qui veulent bien participer à ce genre d'enquête puisqu'elles ne sont pas répertoriées. On a aussi peu de vétérinaires qui sont compétents dans ce domaine aujourd'hui, puisque aujourd'hui la basse-cour se développe de façon importante dans le milieu urbain. On a d'autres enjeux, puisque ça devient aussi un animal de compagnie. Donc on n'a pas tout à fait formé les vétérinaires pour cette émergence de basse-cour aujourd'hui. On a donc une grande diversité des basses-cours, que ce soit en milieu urbain ou en milieu plutôt rural, avec des éleveurs qui produisent pour des expositions, un élevage plus traditionnel. Et on a un fort contact. La basse-cour est à l'interface avec la faune sauvage, l'être humain, éventuellement d'autres élevages, d'autres animaux domestiques. Donc, c'est l'interface qui aujourd'hui pose question et intéresse. Et voilà pourquoi on s'intéresse aujourd'hui à la santé des basses-cours. Alors, les deux questions qui émergent de ces caractéristiques sont comment répondre aux besoins émergents des propriétaires pour assurer la santé des propriétaires et des poules de basse-cour, et comment sensibiliser les propriétaires aux risques sanitaires qui sont associés à la détention des poules de basse-cour. Alors, les risques sanitaires peuvent être divisés en deux groupes. Le premier, c'est tout ce qui va concerner la santé publique et le risque de transmission de maladies zoonotiques, donc transmissibles à l'homme. Le professeur Jean-Pierre Vaillancourt a beaucoup parlé du risque lié à l'influenza aviaire hautement pathogène. C'est aussi le cas de bactéries à tropisme digestif, comme les salmonelles, les campylobactères, qui peuvent être hébergées dans les intestins et donc retrouvées dans les fientes des volailles et peuvent être transmissibles à l'homme de façon asymptomatique chez la volaille, mais peut conduire à des maladies graves, voire même à de la mortalité chez l'homme. On a également le risque d'émergence d'agents pathogènes résistants. Donc, ce sont des agents pathogènes existants, mais qui peuvent acquérir au fil du temps, en fonction des pratiques, des gènes de résistance à des antimicrobiens, à des conditions favorables à leur développement, et donc conduire à l'émergence de ces agents pathogènes dans le secteur humain. Et on a également cette augmentation de l'interface que j'ai évoquée précédemment, avec des contacts qui sont renforcés entre l'animal de compagnie, la poule de basse-cour, l'avifaune sauvage, locale ou migratrice et l'humain, qui favorise alors la circulation d'agents pathogènes entre ces différents secteurs. En ce qui concerne la santé animale,
Ce qui peut être des facteurs de risque vont être le manque de connaissance des maladies, manque de connaissance des agents pathogènes, des signes cliniques associés, l'ignorance des besoins physiologiques de l'animal, donc comment bien gérer la ventilation dans le bâtiment, qu'est-ce qu'il faut donner comme alimentation pour limiter les carences, le parasitisme et l'émergence de maladies qui sont associées à un déficit immunitaire, et également le manque de vétérinaires formés pour répondre à tous ces besoins. Alors, si on revient un petit peu sur les signes cliniques des poules de compagnie, il est intéressant de voir que en France comme au Québec, les motifs de consultation principaux quand un propriétaire va chez le vétérinaire se ressemblent et sont quasiment les mêmes. Donc, le premier motif de consultation sont les symptômes respiratoires. En second lieu, on retrouve les symptômes digestifs, également les symptômes cutanés, donc souvent liés à du parasitisme interne ou externe. Et ensuite, de la mortalité ou des troubles locomoteurs, mais de la mortalité qui sera inexpliquée, donc des signes, des symptômes plutôt généraux. Donc, suite à ces constats-là, au cours de mon projet de recherche, on a étudié le complexe respiratoire. Donc, à savoir que le complexe respiratoire, il est initié par l'infection et la co-infection de plusieurs agents pathogènes qui sont des virus ou des bactéries. Et on a présence de ces virus ou bactéries parfois et souvent de façon asymptomatique, mais on aura des effets déclencheurs par une modification de l'environnement, un stress qui conduira à des signes cliniques. Donc on a étudié ça sur 97 basses-cours, on a cherché une quinzaine d'agents pathogènes sur la base de la réalisation d'échantillons trachéaux, comme illustré par la photo. Alors, en ce qui concerne les agents pathogènes étudiés, donc sans vous détailler l'ensemble des agents pathogènes, simplement pour vous expliquer que donc, ce syndrome respiratoire, il est souvent lié à la présence de plusieurs virus, plusieurs bactéries. Donc, par exemple, le virus de la bronchite infectieuse, qui est un coronavirus, le virus de la laryngotrachéite infectieuse, qui est un herpès virus, et des métapneumovirus aviaires qui peuvent conduire à des signes cliniques très importants, voire même à de la mortalité. Les bactéries, donc ça va être l'agent du coryza infectieux, Avibacterium paragallinarum, des mycoplasmes qui ont aussi un tropisme au niveau de la sphère reproductrice et puis qui peut diminuer, voire arrêter la ponte. Et une bactérie, Ornithobacterium rhinotrachalé, qu'on retrouve aussi beaucoup chez la dinde et qui provoque des sinusites. On a également d'autres virus et bactéries, donc les virus, les pestes aviaires, ce qu'on appelle donc le virus de l'influenza aviaire, donc des sous-types faiblement pathogènes ou hautement pathogènes, mais surtout faiblement pathogènes au niveau de la sphère respiratoire, tels que le H9, H5, H7 et H6. Et le virus de la maladie de Newcastle, qui est lui zoonotique également et qui peut conduire à des conjonctivites chez l'humain. On a des bactéries également qui peuvent être transmissibles à l'homme, comme Escherichia coli, que vous avez peut-être entendu et qui peut conduire aussi à des infections au niveau de la sphère digestive et des surinfections. C'est une bactérie majeure de surinfection. Pasteurella multocida également, et Chlamydia psittaci, qui est à l'origine de la psittacose et qui est également transmise aussi par les perroquets, qui peut être transmise par les perroquets et qui peut conduire à des pneumonies chez l'humain. Donc voilà, ce sont également des agents pathogènes qui peuvent être potentiellement transmissibles à l'homme. En ce qui concerne ces troubles respiratoires-là, à voir qu'on a différents niveaux de présence dans les basses-cours qui ont été étudiés. Donc on retrouve majoritairement des bactéries telles que Avibacterium paragallinarum, Ornithobacterium, Mycoplasme, qui sont non transmissibles à l'humain. Mais on peut parfois retrouver ces agents pathogènes transmissibles, potentiellement transmissibles à l'humain, tels que Escherichia coli, le virus de l'influenza aviaire, Chlamydia psittaci, Pasteurella multocida. Et ce qu'on voit, c'est qu'on a souvent au niveau donc, de la sphère respiratoire ce portage de plusieurs agents pathogènes en même temps. Donc souvent, dans 13% des cas dans les basses-cours, dans notre étude, il y avait 5 agents pathogènes identifiés. Et sinon, il y a en fait seulement 10% des basses-cours qui ne présentaient qu'un agent pathogène. Pour le reste des basses-cours, il y avait plus de 2 agents pathogènes. Un petit mot également sur les salmonelles et campylobactères que je n'ai pas étudiés dans cette étude, mais qui ont été étudiés
dans quelques projets et qui montrent, la littérature montre que dans quelques études, il y a présence de salmonelle et de campylobactères dans les basses-cours, à hauteur de 2-3% des basses-cours pour les salmonelles et entre 45 et 86% pour les campylobactères. Donc, de façon en plus souvent portage asymptomatique. Donc, ce qui veut dire que pour éviter la transmission à l'humain, il y aura certaines mesures à mettre en place pour éviter et limiter le risque. Alors, en ce qui concerne les interfaces, pour reprendre un petit peu ce que j'ai dit tout à l'heure, l'intérêt d'étudier la basse-cour aujourd'hui, c'est qu'elle est à l'interface entre plusieurs environnements très différents, la faune sauvage, qui peut être l'avifaune migratrice, et qui peut introduire ou ramener des agents pathogènes qui viennent de très loin, comme par exemple de l'Asie. Elle est à proximité en interface avec la faune locale, qui peut transmettre des maladies, et qui peut être vecteur également mécanique et ou biologique, comme l'a très bien expliqué le professeur Jean-Pierre Vaillancourt, d'agents pathogènes issus de la faune sauvage migratrice, à l'interface également des élevages commerciaux quand il y a des liens humains, et elle est aussi à proximité et en interface avec l'humain, puisqu'elle est fortement en contact avec celui-ci. Donc, dans le cadre de ma thèse universitaire, je me suis concentrée, beaucoup étudié le lien potentiel entre les basses-cours et les élevages commerciaux. Et donc, ça a été l'objet d'une étude qui a été réalisée lors de la circulation du virus influenza aviaire hautement pathogène H5N8 en 2016-2017 en France. Ce qui a été réalisé, c'est que nous avons étudié autour des élevages foyers, donc des élevages positifs au virus H5N8, dans un rayon de 1 km, des basses-cours, donc une centaine de basses-cours, ont été étudiés pour savoir quels étaient les facteurs de risque et est-ce qu'il y avait une contamination de ces basses-cours au H5N8 à proximité des foyers positifs. Ce qui a été montré, c'est qu'il y a 2 facteurs de risque qui ont été identifiés. Le premier a été la présence de palmipèdes, c'est-à-dire que dans les basses-cours où il y avait des poules et des palmipèdes, on augmentait le risque de voir des basses-cours positives pour l'influenza aviaire. Donc, une basse-cour ayant des palmipèdes était 2 fois plus à risque d'avoir du virus influenza avec des canards que sans, et 5 fois plus à risque vis-à-vis du virus influenza H5. Mais un facteur de risque qui a été encore plus important, ça a été le lien avéré avec les élevages commerciaux. Donc, on a montré qu'une basse-cour était 6 fois plus à risque d'être positive pour les virus influenza aviaire quand elle présentait un lien humain, c'est-à-dire qu'il y avait un membre du foyer qui possédait la basse-cour qui travaillait à l'extérieur dans le secteur industriel avicole, ou qu'il y avait une basse-cour à proximité, donc chez un voisin qui était en contact avec le foyer possédant la basse-cour. Donc il y avait un lien humain détecté et montré entre la basse-cour et un élevage commercial foyer positif. Et dans ce cas-là, on avait une basse-cour qui était 20 fois plus à risque d'avoir un virus H5N8 qu'en l'absence de ce lien humain. Donc en bilan, c'est intéressant de voir que suite à la circulation de ce virus et l'étude qui a été faite, la basse-cour peut être considérée comme une haute cible, c'est-à-dire que dans un contexte épidémique, on peut avoir la transmission de virus qui viennent des élevages commerciaux, soit si elle est très proche de façon directe, soit par des vecteurs qui sont mécaniques et biologiques, par l'humain, par de la faune sauvage locale, ce qu'on va appeler des hôtes relais. Donc, la basse-cour, telle qu'elle est existante aujourd'hui, comme elle est à l'interface, elle connaît de nombreuses sources d'introduction d'agents pathogènes possibles. Donc, l'idée, ça va être de réduire la potentialité et le risque d'avoir des introductions d'agents pathogènes dans la basse-cour pour la préserver. Notamment en contexte de crise, puisque ce sera une gestion tout à fait différente. Donc, comme l'a dit très bien le professeur Jean-Pierre Vaillancourt, nous allons devoir faire face à de plus en plus de périodes à risque avec des transmissions d'agents pathogènes qui peuvent aller très vite. Donc aujourd'hui, c'est vraiment de sensibiliser les détenteurs de volailles pour réagir vite et le mieux possible, ce qui demande donc une bonne anticipation et une préparation. La deuxième partie de cette présentation est l'opportunité pour moi de développer qui sont les basses-cours. En effet, afin de pouvoir concrètement proposer des mesures de biosécurité adaptées,
il est nécessaire de savoir de qui on parle et à qui l'on s'adresse. Une grande particularité des basses-cours est leur grande diversité. En effet, elles diffèrent par la qualité du propriétaire, sa catégorie socio-professionnelle et les motivations qui le poussent à avoir des poules dans son foyer, les caractéristiques de la basse-cour, l'effectif, l'espèce, les pratiques associées telles que l'alimentation distribuée, le logement. Les mesures de biosécurité sont également différentes en fonction de la sensibilisation du propriétaire et la gestion de la santé de la même façon. Et enfin, certaines basses-cours auront des mouvements d'animaux plus importants que d'autres. Suite à la littérature existante, nous avons réalisé une enquête sur le territoire français concernant 1160 basses-cours, sur laquelle nous avons pu identifier différents groupes de basses-cours. Alors, le premier profil de basse-cour identifié a été les basses-cours urbaines, donc en milieu urbain, avec des effectifs faibles, donc moins de 3 poules, des poulaillers qui sont récents, qui ont vu leur émergence dans les 2 à 4 dernières années, et dont la motivation principale du propriétaire pour l'achat de poules était le recyclage des déchets. Ces poulaillers présentaient peu de signes cliniques. Ensuite, on retrouve les basses-cours traditionnelles qui, elles, présentent un mélange d'espèces, souvent des canards, des pintades, des oies ou des dindes. Ce sont des poulaillers qui sont anciens, qui sont présents depuis plus de 10 ans, qui sont en milieu rural et présentent peu de signes cliniques. Les basses-cours d'étudiants regroupent tous les propriétaires qui ont moins de 30 ans et dont la motivation principale est le recyclage des déchets, tout comme dans les basses-cours urbaines. Elles sont en milieu rural ou en milieu urbain. On y note des introductions régulières d'animaux et des signes cliniques ponctuels. Enfin, les 2 derniers groupes sont les basses-cours de compagnie et les basses-cours de race et d'ornement. Les basses-cours de compagnie, tout comme les basses-cours urbaines, sont des poulaillers assez récents. La motivation principale est la détention d'animaux de compagnie. Les introductions y sont fréquentes et on y observe la présence de signes cliniques, tout comme dans les basses-cours de race et d'ornement, qui présentent des effectifs plus importants. On est en moyenne supérieure à 10 poules par basse-cour. Elles ont la majorité du temps plusieurs espèces. Elles se retrouvent en milieu rural, comme les basses-cours traditionnelles. Et on y observe des introductions fréquentes, des signes cliniques et surtout des mouvements d'animaux importants, entrant ou sortant. Alors pour revenir un petit peu sur ces mouvements de volailles, une étude a été réalisée par Burns et al. En 2011 et indique que ce type d'élevage-là a des mouvements importants de plusieurs types différents. Il y a une vente d'animaux issus de ces élevages, qui peuvent être des poussins, des jeunes adultes comme des poules prêtes à pondre ou des jeunes poulets qui peuvent être vendus pour l'engraissement et ensuite la consommation, des œufs embryonnés qui peuvent être vendus à d'autres élevages et mis en incubation dans d'autres élevages, et aussi également des animaux de réforme, donc réformés suite à un temps de reproduction important ou lorsqu'il s'agit de mâles, de coqs qui sont en surnombre. Alors ces éleveurs présentent leurs animaux et les vendent à travers différents canaux tels que les expositions, les foires, mais aussi les magasins, et font également aussi de la vente directe à des propriétaires qui ont des élevages, des basses-cours plus petites telles que les basses-cours urbaines, les basses-cours de compagnie, basses-cours d'étudiants ou basses-cours traditionnelles. Dans cette partie, nous allons voir comment mettre en pratique la biosécurité dans les basses-cours en fonction des différents profils identifiés. On remarque que les profils ont chacun des risques sanitaires associés qui sont différents. Si on regarde à l'échelle du propriétaire, on remarque que dans les basses-cours urbaines, les basses-cours traditionnelles, les basses-cours d'étudiants, les propriétaires ont une faible connaissance des maladies, à la différence des propriétaires de basses-cours de compagnie et de basses-cours de race et d'ornement. En ce qui concerne maintenant la gestion et les pratiques au sein des basses-cours, on remarque que les propriétaires de basses-cours urbaines ont tendance à laver les œufs, que les cadavres sont mis dans les déchets ménagers, ce qui est différent dans les autres basses-cours, où là, il y a plutôt incinération sur site ou
enfouissement sur le terrain. En ce qui concerne les mesures de biosécurité, telles que le lavage des mains, le port de chaussures, le port de tenue ou le port de filet, on remarque qu'il est très irrégulier le lavage des mains sur les basses-cours urbaines traditionnelles, basses-cours d'étudiants. De la même façon, il n'y a pas de chaussures dédiées pour le site dans ces 3 profils-là. Ce qui diffère dans les basses-cours de race et d'ornement, où ici on retrouve un lavage des mains qui est fréquent, avec souvent utilisation de chaussures dédiées. On remarque un contact avec l'avifaune sauvage et la faune sauvage dans les basses-cours urbaines et basses-cours de compagnie, car les propriétaires déclarent mettre en place des mangeoires pour la faune sauvage à proximité de leur zone de basse-cour. En ce qui concerne maintenant les liens épidémiologiques, notamment liés aux mouvements d'animaux, on remarque que les mouvements d'animaux sont faibles dans les basses-cours urbaines, basses-cours traditionnelles, moyennes dans les basses-cours d'étudiants et importantes avec une activité de vente et des allers-retours dans les basses-cours de compagnie et de race et d'ornement. En ce qui concerne maintenant la gestion de la santé, on remarque qu'il y a différentes sources d'approvisionnement pour les propriétaires en cas de signes cliniques ou de maladie. Les propriétaires de basses-cours urbaines iront prendre des renseignements et des produits dans les magasins type jardinerie, animalerie, donc majoritairement des vitamines, des compléments à base de plantes. Dans les basses-cours traditionnelles, les propriétaires se fournissent en pharmacie ou via Internet. Les étudiants et les basses-cours d'étudiants, eux, vont chercher chez divers fournisseurs, tels que les jardineries animaleries, les pharmacies, mais aussi les vétérinaires. Et enfin, ces 2 dernières basses-cours, compagnie et race et ornement, privilégient un contact avec un vétérinaire, à minima 1 fois par an. Si on parle maintenant des préconisations à faire dans les basses-cours urbaines, il est tout d'abord intéressant pour le propriétaire de se former, de prendre connaissance de la réglementation sanitaire locale, régionale, de se mettre en réseau afin de bénéficier d'un conseil spécialisé et d'être sensibilisé aux problématiques sanitaires. De la même façon, cela conduira à sensibiliser l'ensemble du foyer, notamment les enfants, par des pratiques très simples, telles que le lavage des mains avant d'aller voir les poules, en rentrant du poulailler, de ne pas manger dans le poulailler, de ne pas embrasser les poules, etc. En ce qui concerne la consommation, il est préconisé, en tout cas en France, d'éviter le lavage des œufs après le ramassage pour éviter d'enlever cette cuticule qui protège l'œuf et de bien gérer le temps de conservation de l'œuf et les conditions. Donc ça peut être de bien dater les œufs du jour de ponte. En ce qui concerne la consommation de viande, de mettre en place des normes d'hygiène au niveau du process de découpe de la viande avec des surfaces dédiées et facilement nettoyables et désinfectables. Si l'on regarde maintenant l'entretien du poulailler, donc ça peut être d'opter pour soi de mesures de protection telles que se laver les mains, d'avoir une blouse dédiée, des chaussures dédiées, ce qui permet de limiter les entrées ou les sorties d'agents pathogènes dans le poulailler. À l'échelle des animaux introduits maintenant, pour limiter l'entrée d'agents pathogènes, il est intéressant de mettre en place une quarantaine pour les oiseaux qui doivent être introduits dans l'élevage et de vérifier l'origine et le statut sanitaire de l'animal introduit. Donc cela demande d'avoir une certaine connaissance de certaines maladies pour faire les bons choix. En ce qui concerne la gestion de la mortalité, ça va être de limiter le contact avec les carcasses et de bien gérer les carcasses, donc en fonction des normes en vigueur. Donc les carcasses d'oiseaux sont considérées comme matière résiduelle en vertu de la loi sur la qualité de l'environnement. Donc il est souvent interdit sur terrain privé. Donc se référer à la réglementation municipale en milieu urbain et donc disposer dans les ordures ménagères. Pour ce faire, on peut doubler l'emballage pour éviter et limiter la transmission de maladies par les carcasses. En ce qui concerne maintenant les contacts extérieurs, 2 points. La première, c'est quand le propriétaire visite un autre poulailler, donc de
faire attention à ses tenues, donc de bien se laver les mains, de porter une tenue propre, des chaussures dédiées pour éviter de ramener éventuellement des agents pathogènes d'un site extérieur vers sa basse-cour et de limiter les regroupements et les échanges d'animaux, notamment par les pensions, et de faire attention également aux animaux domestiques qui pourraient transmettre de façon passive des agents pathogènes. Un point également qui a été noté, c'est la présence de la faune sauvage à proximité, donc de favoriser un grillage à mailles fines pour éviter justement la présence de petits oiseaux ou d'aviphones sauvages dans les basses-cours. En ce qui concerne les basses-cours traditionnelles, on est sur des problématiques qui sont différentes, puisque ces basses-cours-là sont présentes en milieu rural. Donc, ce qui va être important, surtout en cas de contexte épidémique, ça va être de voir et d'étudier l'environnement autour de la basse-cour. Donc, pour ça, on peut distinguer plusieurs cas. Déjà, regardez si la basse-cour est en zone de forte densité d'élevage avicole ou en zone de faible densité d'élevage avicole. Donc, en zone de forte densité d'élevage avicole, on peut regarder s'il y a une proximité à un élevage commercial, moins de 500 mètres, ou pas de proximité. On regarde la même chose dans une zone de faible densité d'élevage avicole. Donc, si on a une forte densité d'élevage avicole et qu'il y a une proximité très forte avec un élevage avicole commercial, il est important et dépendant du contexte. Donc, ça peut être intéressant de bien être sensibilisé et d'aller chercher l'information en fonction du contexte épidémique ou sanitaire actuel. Donc, de protéger la basse-cour de la faune sauvage de proximité qui peut transmettre de façon passive ou active certains agents pathogènes. De contacter les élevages de proximité, que ce soit les basses-cours ou les élevages commerciaux, afin de créer du lien et pour qu'en cas de problématique, vous soyez informés le plus vite possible. De limiter les entrées et sorties d'animaux pendant les périodes à risque. De limiter les contacts physiques avec des éleveurs de volailles qui seraient à proximité, surtout pendant les périodes à risque, et d'assurer une surveillance clinique régulière et d'identifier un vétérinaire sanitaire qui pourra réagir vite, comme l'a dit très bien le professeur Jean-Pierre Vaillancourt. Ce qui compte, c'est vraiment de réagir le plus vite possible et le mieux possible. Si on est un petit peu plus loin des élevages avicoles commerciaux, c'est de garder une protection vis-à-vis de la faune sauvage de proximité et de tout de même entrer en contact avec l'élevage commercial le plus proche qui saura vous informer, en cas de problème sanitaire. Cette mesure est valable pour la même chose si vous êtes en zone de faible densité d'élevage avicole, de se mettre en lien avec un éleveur, avec l'éleveur le plus proche pour favoriser la circulation de l'information. Enfin, si vous êtes en faible densité d'élevage avicole et qu'il y a une proximité faible, absence de proximité, alors c'est de rester informé sur les enjeux sanitaires liés à la faune sauvage et de bien favoriser la biosécurité sur site. Donc, se laver les mains, port de chaussures dédiées pour éviter les introductions par le propriétaire et de mettre en place une quarantaine pour justement limiter aussi l'entrée d'agents pathogènes potentiels par l'introduction d'animaux. Alors, quelques illustrations de basse-cour traditionnelles. Donc ça, c'est en France, dans le sud-ouest. On remarque et on retrouve ce mélange d'espèces. Et on a donc un grand parcours ici qui n'est absolument pas clôturé. Donc on a ainsi qu'une marque qu'on voit ici. Tout ce qui montre qu'on peut avoir une grande proximité avec de la faune sauvage. Donc ça a été un souci important lors de l'épisode influenza H5N8 en 2017, puisqu'il y avait des élevages commerciaux à proximité et on avait peur qu'il y ait une introduction par la faune sauvage des élevages commerciaux aux basses-cours et donc éventuellement que les basses-cours deviennent des réservoirs pour les autres élevages avoisinants. On retrouve des systèmes d'abreuvement comme ça à l'extérieur, ouverts à l'ensemble des oiseaux, mais aussi à la faune sauvage. C'est le même cas pour ici, il n'y a pas de protection, donc c'est fortement déconseillé. Donc ça peut être intéressant de modifier un petit peu le système de logement pour gagner en praticité et améliorer justement la qualité de l'eau, la qualité sanitaire de l'aliment. Donc ici, c'est un exemple qui nous a été donné par Catherine Lescoto.
où on a ici des parois qui sont lavables, on peut se tenir debout, donc c'est quand même plus agréable pour le propriétaire. Et on a donc ici les pondoirs, les poules ont accès à la sortie, mais on a un tapis qui est facilement lavable, désinfectable. Et on a ici l'eau sous forme de pipette, donc l'eau est contenue ici. Les poules peuvent s'abreuver aux pipettes sans qu'il y ait de contamination d'eau. Et le grain est ici surélevé, donc limitant le gaspillage et la fermentation du grain qui peut tomber au sol et qui peut conduire à la multiplication de certains agents pathogènes s'il y a trop d'humidité. Donc ça va être vraiment les conditions d'élevage qui peuvent vraiment aider à limiter le risque de transmission d'agents pathogènes. Si on regarde maintenant les basses-cours d'étudiants, on peut se baser sur les préconisations précédentes, mais plus particulièrement, ça va être de limiter et contrôler l'introduction d'animaux extérieurs sur site, puisqu'on a vu qu'il y avait quand même des introductions qui étaient fréquentes dans les basses-cours d'étudiants. Donc, notamment, créer une zone de quarantaine, spatialement. Ça va être de développer une approche préventive par du réseau, la mise en place d'éventuelles vaccinations. C'est un public qui est jeune, donc qui a accès à les ressources Internet, et donc qui peut bénéficier de conseils rapides et aller chercher l'information rapidement. Donc ça permet de se former sur les risques sanitaires, notamment en utilisant les réseaux sociaux comme des groupes qui se rassemblent pour discuter de ces problématiques. Et enfin, ça reste aussi, comme ces basses-cours se trouvent en milieu urbain et en milieu rural, de considérer le contexte géographique afin d'identifier les risques, que ce soit les élevages commerciaux ou la faune sauvage à proximité. Les basses-cours de compagnie, donc les problématiques principales et les conseils principaux qu'on peut donner, ça va être pareil, de faire attention à l'introduction d'animaux sur site, de la limiter, de la contrôler, par la mise en quarantaine et une organisation spatiale de cette quarantaine-là, de séparer la poussinière du site de quarantaine, donc de vraiment privilégier un espace propre où il n'y aurait pas d'entrée d'introduction sur les jeunes poussins, de développer cette approche préventive, comme énoncé précédemment, avec un réseau, des conseils vétérinaires qui sont ciblés, donc pourquoi pas se regrouper en tant que propriétaire de ce type de basse-cour-là, pour avoir de l'information ciblée et se former sur les risques sanitaires. Donc, on a vu que ces propriétaires également étaient moins sensibilisés que d'autres aux problématiques sanitaires. Donc, commencer par se sensibiliser à ces risques en allant chercher l'information. Si on termine maintenant par les basses-cours de race et d'ornement, donc il y a 2 échelles à considérer pour ce type de basse-cour. Ça va être déjà de considérer le réseau d'éleveurs, parce que souvent, derrière un élevage, il y a un circuit de vente, d'achat, donc il y a un réseau d'éleveurs. Donc ça va être de privilégier un suivi vétérinaire régulier à l'échelle d'un réseau. La mise en réseau permet d'avoir des visites annuelles et des conseils pour l'ensemble d'un réseau, donc de diminuer les coûts associés à ça, de réaliser des réunions d'information, de l'échange, de l'entraide technique, sanitaire, de se regrouper pour la mise en place de stratégies vaccinales, par exemple. Donc ça va permettre directement d'impacter le statut sanitaire de l'élevage et sa gestion. Ça peut être aussi de rechercher de façon préventive des agents pathogènes, de faire des échantillons, de travailler avec des laboratoires référencés et de déterminer des statuts sanitaires. On peut citer par exemple le certificat NPIP aux États-Unis, où il y a des aides du gouvernement pour justement que les éleveurs de ce type déterminent un statut sanitaire de leur élevage et puissent donc en toute sécurité vendre leurs animaux à d'autres propriétaires de basse-cour. Autre échelle, celle du site d'élevage. Donc ça va être de mettre en place des mesures techniques prophylactiques pour prévenir les risques sanitaires, les signes cliniques, les maladies. Donc ça peut être par établir un plan d'élevage, j'y reviendrai juste après. Bien sûr, nettoyer, désinfecter les zones sur site et mettre en place des vaccinations. Donc pour ça, la mise en place d'un réseau est très importante.
Et donc, afin de gérer cette stratégie, c'est de gérer les introductions, choisir et identifier les risques, les races pardon, qui sont plus à risque vis-à-vis de certains agents pathogènes, de les séparer. Donc, ça peut être de séparer les races et les espèces. Et de faire donc, suite à la détermination de statut sanitaire, d'éradiquer certains agents pathogènes, donc par la séparation de certains animaux ou la sélection d'animaux avec un statut qui est négatif vis-à-vis d'un agent pathogène. Voici l'exemple à l'échelle d'un site d'un plan d'élevage. Donc ça a été le cas chez un éleveur d'ornements en France. Et donc, il a fait ce plan avec ici donc une infirmerie, une zone de quarantaine avec les vieilles poules, la réforme, etc. Donc séparés. Et ici, par exemple, la poussinière. Et là, il définit ces différents parcs. Simplement pour expliquer que sur le fait de faire un plan, ça permet de mettre en place un sens de visite, une circulation de type marche en avant, donc de commencer par la poussinière, les plus fragiles, d'aller ensuite aux reproducteurs, les reproducteurs, et de finir après par les poules de réforme, la quarantaine et l'infirmerie. Donc ça, c'est à créer et à travailler avec le vétérinaire qui peut accompagner justement ce type de basse-cour, et ça permet vraiment d'ancrer concrètement la biosécurité à l'échelle d'un site. En ce qui concerne maintenant toujours le site, ça va être l'enjeu aussi d'apprendre et d'adapter le site à recevoir du public et exercer une activité de vente, puisque beaucoup font de la vente directe. Donc, intégrer cette notion d'accueil au plan d'élevage. Donc, que ce soit des acheteurs particuliers accueillis sur site, donc là, vraiment sensibiliser le propriétaire, lui dire de venir avec des chaussures qui soient propres, lui proposer une tenue pour la visite. En ce qui concerne les éleveurs acheteurs accueillis sur site, de discuter avant du statut sanitaire de leur élevage, voir si eux aussi sont dans cette démarche de certification et de détection en termes de prévention. Bien sûr, de leur demander de venir avec une protection particulière, tenue sur chaussures filées, de mettre en place cette zone de circulation visiteur, d'éviter le contact avec les volailles. Bien sûr, se laver les mains. En ce qui concerne la vente d'animaux, ça va être lorsqu'il y a regroupement d'animaux, de protéger les cages, surtout de façon latérale pour limiter les contacts directs, d'éviter de mélanger les oiseaux et de bien nettoyer, désinfecter le matériel au départ de l'élevage comme à l'arrivée. Et enfin, pour la vente en magasin, c'est de ne pas rentrer dans la zone d'élevage et de ne pas reprendre des animaux qui auraient été livrés. Alors, en image, ça donne ça. Donc, c'est vraiment de protéger et séparer les animaux reproducteurs des autres, de faire plusieurs parcs, des autres animaux, d'accueillir les visiteurs avec une tenue, des gants, des surchaussures et des tenues jetables. Donc, ça peut être et de faire un sens de circulation pour la visite. Donc, ça peut être intéressant de le planifier pour le mettre en place. En conclusion, la mise en place des mesures de biosécurité s'adresse à tous et à tout type de profil de propriétaires et leur basse-cour. Le premier point est d'identifier votre profil type, afin d'ensuite identifier les risques sanitaires associés à votre mode d'élevage, à votre environnement, et d'adopter les mesures de biosécurité les plus pertinentes. Un autre aspect est de se fédérer pour pouvoir accéder à des services vétérinaires de qualité et moins onéreux. Si vous êtes un club, un groupe, un réseau existant de particuliers ou d'éleveurs, alors cela permet de garantir la santé de vos oiseaux, de se faire accompagner par un vétérinaire conseil préconisé. Cela permet de certifier la santé de vos volailles pour ensuite promouvoir leur vente ou des échanges au sein de ce même réseau. Enfin, un point important est de sensibiliser les adhérents ou clients aux impératifs sanitaires et réglementaires pour, d'une part, améliorer le bien-être animal et de promouvoir les enjeux de santé publique sur l'ensemble des différents propriétaires de basse-cour.
Un point clé et un levier d'action principal et majeur est d'agir ensemble, afin de regrouper les compétences et de favoriser la communication entre les différents acteurs, que ce soit les vétérinaires, le gouvernement, le ministère de l'Agriculture et les éleveurs commerciaux, que ce soit des éleveurs commerciaux de petite taille ou de grande taille, afin de se regrouper et de poursuivre le même objectif, une seule santé pour tous, indépendamment du type d'élevage. Je vous remercie pour votre attention. Je remercie l'ensemble des vétérinaires, des propriétaires qui se sont mis à disposition pour répondre à l'ensemble de mes questions. Merci au ministère de l'Agriculture français et MAPAC. Merci à l'École nationale vétérinaire de Toulouse, à la faculté de médecine vétérinaire de l'Université de Montréal, à Saint-Hyacinthe, qui m'a permis d'aller jusqu'au bout de ce travail et de vous le présenter aujourd'hui. Si vous souhaitez plus d'informations, n'hésitez pas à consulter le site internet du MAPAC ou de consulter ma thèse en ligne disponible au lien présenté ici.